Aujourd'hui, on va parler d'optique d'occasion pour faire du portrait. On voit tout ça juste après l'introduction. Alors c'est un sujet qui me tenait à cœur. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a même maintenant un peu plus de 2 ans je crois, j'avais fait une vidéo sur les optiques pour la photographie animalière. Et bien aujourd'hui on va faire une vidéo sur les optiques d'occasion pour faire du portrait. Alors évidemment c'est un sujet extrêmement vaste, l'optique pour le portrait, c'est encore plus riche que les optiques pour la photographie animalière. Évidemment, je vais être sélectif. Déjà, j'ai été sélectif parce que j'ai choisi de ne parler que d'occasion, donc on ne parlera pas de matériel neuf, sauf peut-être une petite parenthèse à la fin pour la conclusion. On va parler de matériel d'occasion, et puis j'ai choisi volontairement quelques exemples qui vous permettront de vous projeter aussi vis-à-vis des matériels dont je n'aurais pas parlé, d'exemples un petit peu typiques, mais qui sont aussi des bonnes références en termes d'investissement. C'est pour ça que je les ai choisis eux, parce qu'ils sont d'une certaine façon exemplaires, si on peut dire. Alors la première chose qu'il faut entendre sur les optiques par rapport au portrait, c'est qu'il y a un classique, il y a une base dans la photographie de portrait, pardon, c'est le fameux sacro-saint 85 mm. Pourquoi le 85 mm est-il aussi sacré, si on peut dire, dans le monde du portrait? Eh bien tout simplement parce que il y a un compromis, c'est-à-dire que si vous choisissez un grand angle, donc avec un angle ouvert, d'accord, vous allez être très près du sujet, mais vous allez survaloriser les premiers plans, survaloriser le bout du nez, vous allez avoir les oreilles qui vont disparaître derrière, ça fait des formes un petit peu bizarres, ça arrondit un petit peu trop le visage, si on peut dire. Alors ça peut être aussi un prétexte à effet, mais du coup, on va dire le portrait classique, le portrait de base, on cherche à fuir cette situation-là. Et à l'opposé, si vous prenez un téléobjectif, par exemple un 300 mm f2.8, vous allez faire une très belle séance de portrait. C'est un outil, le 300-2.8, qui permet de faire du beau portrait. Mais vous êtes à une telle distance du sujet que pour travailler, ça en devient très inconfortable. Ce qui veut dire qu'il faut un compromis quelque part entre les deux. Et le compromis le plus facile à mettre en œuvre, c'est le 85 mm. Alors évidemment, les 85 mm pour portraitistes, il y en a pléthore. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué. Alors avant d'aborder ces 85 mm, je vais faire une petite parenthèse pour sortir du monde du plein format. Évidemment, quand vous êtes en plein format, vous êtes en 85 mm. Les gens qui utilisent de l'APS-C vont plutôt partir sur un 50, donc le 50, je vais en parler juste après. Et puis en micro 4 tiers, vous allez partir sur du 40 mm. Ce qui va être important avec ces optiques, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'en portrait, on aime beaucoup aller chercher de l'arrière-plan flou, créer du bokeh souvent assez fort d'ailleurs, ce qui implique de pouvoir travailler à f2. Ce qu'on cherche avec les focales fixes en portrait, c'est d'accéder à du f2, voire plus. Mais le f2 en focale fixe, c'est un petit peu le minimum, si on peut dire. D'où le fait que c'est pas tellement pour la luminosité, c'est surtout pour pouvoir créer du bokeh derrière, parce que la luminosité, quand on arrive sur du f4, du f2.8, avec des capteurs sensibles en plus, et des vitesses en portrait qui sont jamais très très élevées, on l'obtient facilement, d'accord? Donc acheter une optique qui ouvre à 1.4 juste pour la luminosité, c'est un petit peu tiré par les cheveux, si je puis dire. C'est surtout pour le bokeh où là, des fois, on est à f1.2 avec ça, et c'est pas encore assez flou. Donc, ouais, des fois, on est exigeant à l'extrême. Quel 85 mm d'occasion je vais vous conseiller? Évidemment, je vais commencer par les petits prix, et puis on va monter un petit peu en gamme, tout en restant dans l'occasion, bien sûr, comme promis. D'abord, la première gamme de 85 mm qui est proposée par les marques, c'est le 85 1.8. Donc pratiquement f2, quoi. Tout petit poil, un petit diaph, un demi-diaph de plus que le f2. C'est un petit peu le 85 premier prix, souvent dans les gammes des marques. La limite technique de ces 85 mm là, c'est souvent sur les grandes ouvertures,
une perte d'homogénéité dans les angles, donc c'est-à-dire que c'est un petit peu moins piqué dans les angles, et surtout, vous pouvez avoir un petit peu d'aberration chromatique sur le premier diaph, ce qui fait qu'on est obligé de les diaphragmer, alors soit un diaph et demi, en gros. Donc ça veut dire qu'une optique qui ouvre à 1,8, elle va bien marcher à 2,8, d'accord? Donc ça veut dire que quand on achète un 85 mm 1,8, si on est un peu exigeant, bah, c'est pas un 86 mm 1,8 qu'on achète, c'est un 85 mm 2,8 parce que dans les faits, on va l'utiliser à 2,8. Sauf si vous êtes assez tolérant, voilà, c'est toujours relatif, d'accord? Toutes les marques proposent du 85 mm 1,8. Là, j'ai repéré sur les sites d'occasion, parce que j'ai fait mon petit tour hier pour faire cette liste, vous avez les Canon EF, hein, il n'est pas très gros, il est assez compact, il doit être haut comme ça. C'est un assez vieille optique Canon Reflex EF, un 85 1.8 qui se vend aujourd'hui entre 200 et 300 balles. C'est une optique qui avait une assez bonne réputation dans sa gamme, hein, évidemment, c'est toujours relatif, et qui aujourd'hui est bradée en fait. Donc c'est-à-dire que c'est une bonne opportunité. Néanmoins, attention, dans les faits, vous allez l'utiliser comme un 85 2.8. Donc maintenant, si on change de marque, on passe chez Nikon. Le 85 mm 1.8 existe, il est correct, mais c'est pas un foudre de guerre non plus. Si vous passez, enfin, chez Nikon, moi je conseillerais plutôt le 85 mm 1.4, qui lui est beaucoup plus qualitatif, mais il se brade. C'est-à-dire que vous allez le trouver au prix du Canon EF 1.8. Le 1.4 pour le prix du 1.8. Et là, c'est intéressant pour les Nikonistes parce que vous avez un 85 mm 1.4, vous diaphragmez d'une unité, vous êtes à f2, et là, c'est carrément bien, d'accord? En plus, c'est un 85 mm que j'ai pratiqué autrefois, donc il y avait effectivement un petit peu d'aberration chromatique sur le premier diaph, on diaph d'une unité, on s'en sort. Donc ça, c'est impeccable. Par contre, chez Canon, si vous voulez être en 1.4, le 85 1.4 chez Canon est une optique assez récente, hein, je parle bien du EF, hein, pas du RF. Le EF est une optique récente, et d'occasion, on est quand même à 1000 balles au lieu de 300 balles chez Nikon, pardon. Donc là, tout de suite, il y a un désavantage, hein, si vous êtes chez Canon, malheureusement, sur l'ouverture f1.4. Maintenant, il y a une troisième option, alors qui malheureusement ne concerne que les canonistes, mais rassurez-vous, je vais revenir sur des choses plus partagées juste après, c'est la fameuse légende du 85 mm f1.2. Je dis légende parce que longtemps, Canon a été la seule marque à proposer ce type de formule, hein, du f1.2. Il y a eu plusieurs versions, ça c'est la marque 2, et c'est la seule que éventuellement je vous encourage à choisir. Pourquoi la seule? Parce que les versions précédentes, c'est des catastrophes. Moteur d'autofocus quasiment inexistant, tellement ils sont mous. Vous avez de l'aberration chromatique, c'est un festival, c'est un sapin de Noël. Même sur celle-ci, il y en a, mais on va y revenir. Donc pour moi, seule la Mark II a encore un peu de crédibilité. Bon, on est quand même sur une optique à 700-800 euros. Donc c'est quand même un budget, c'est pour ça qu'on va tout de suite être un petit peu plus exigeant. Une particularité quand même sur ce Mark II, c'est que le moteur d'autofocus avait été amélioré, mais sans être non plus un foudre de guerre. Particularité, je devrais dire singularité de cette optique, c'est que si vous la montez sur un hybride, Canon R6 ou autre chose, d'un seul coup, votre moteur vous donne l'impression d'être normal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une séance de portrait avec une optique qui percute un minimum normalement, un petit peu comme si vous l'aviez rétrofité, changé le moteur, voilà. C'est une singularité qu'on a sur l'hybride Canon. Il y a un certain nombre d'optiques d'autrefois, un petit peu, on va dire, désuètes, qui vont revivre si on les monte sur un boîtier hybride. Donc en particulier ce 85 mm f1.2 Mark II. Autre particularité, c'est les fameuses aberrations chromatiques, hein, qui posent toujours des difficultés en post-traitement parce que il y a une solution Photoshop pour les éliminer qui est un petit peu fastidieuse. Efficace mais fastidieuse. Donc du coup, la seule bonne solution, c'est de ne pas en avoir. Ici, nous en avons sur les plus grandes ouvertures quand les contrastes sont très forts. Si vous avez des lumières douces, en général, il ne se passe rien. Je dis en général parce qu'il est un petit peu traître. Donc c'est une optique, j'ai envie de dire, une optique de passion. C'est-à-dire que c'est une optique, ceux qui la détestent, ils la détestent à fond. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Ceux qui l'aiment, c'est la passion absolue. Moi,
malgré ce que je suis en train de dire, je suis un petit peu entre les deux. C'est l'optique, je ne prends jamais que cette optique-là, j'en prends toujours une autre avec, qui est l'optique que je vais prendre si jamais je sens que ça va pas le faire et que ça va trop aberrer, et ben, du coup je mets ça dans le sac et je pars sur la seconde optique. Donc c'est une optique, voilà, un petit peu, on va dire une optique passionnante, mais une optique difficile parce qu'elle a des limites qu'on a du mal à accepter, les fameuses aberrations chromatiques, qui peuvent être absolument abominables. Quatrième proposition, et là elle concerne toutes les marques, cette quatrième proposition, c'est le 86 mm f1.4 Sigma série Art. Cette optique, alors elle est pas donnée, on est dans un budget de 700 à 900 euros. Pour les canonistes, pour les nikonistes, en gros il y a 100 balles de moins, parce que bon, il y a un peu une vague là depuis quelques années chez Nikon, tout le monde veut être à l'hybride, donc on brade, les matériels réflexes sont assez décotés, on va dire, chez Nikon en ce moment, donc c'est une aubaine pour ceux qui veulent s'équiper. Donc voilà, le 85 mm Sigma, c'est une optique assez chère, mais particulièrement qualitative, extrêmement réputée pour ça. C'est un très très bon 85 mm que lui, vous allez pouvoir exploiter sans aucun scrupule à f1.4. C'est-à-dire que vous êtes piqué, vous êtes homogène, vous maîtrisez vos aberrations chromatiques, vous avez un bon AF. La seule limite de cette optique, c'est qu'elle est assez grosse, elle est assez lourde, elle est très solidement construite, comme l'est finalement toute la série Art en fait. On a une certaine qualité dans la construction qui se paye par le poids, mais finalement il y a une telle qualité dans cette optique que pour moi c'est la référence du 85 mm pour l'occasion aujourd'hui. Enfin, tout au moins l'occasion est prix raisonnable, parce que si on voulait acheter d'occasion des versions hybrides à f1.2 des marques diverses et variées, effectivement ça existe, mais c'est cher. Voilà. Là, sur un 85 mm très professionnel, je devrais dire même professionnel tout court, très qualitatif, à moins de 1000 euros. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la référence à choisir pour du 85 mm, si vous avez le budget, bien entendu. Alors je le disais tout à l'heure, si vous êtes en APS-C, vous allez passer sur du 50 mm. Il y a une deuxième raison de passer sur du 50 mm, c'est le compromis. C'est-à-dire si le 85 mm est cher pour vous, si vous avez déjà vos yeux trop de matos et que vous voulez pas en rajouter parce que le 85 mm c'est un peu gros, c'est pas assez polyvalent, etc. Le 50 est une option, c'est une optique assez versatile, malgré que ce soit une optique fixe. Et donc ça peut être une stratégie de dire je ne prends pas de 85 mm, je pars pas sur le grand classique du portrait, je pars sur le 50 qui est une optique, rappelons-le, très efficace pour faire du portrait. Et donc du coup, là, je vais... alors, le raisonnement est le même en 50 mm, hein, c'est-à-dire qu'il faut être au moins à f2 pour que ça soit intéressant par rapport à un zoom 24-70 2.8. Parce que, évidemment, si c'est pour travailler à 2.8, autant utiliser un 24-70 2.8. Je vais y revenir d'ailleurs au zoom, hein, vous inquiétez pas, j'y pense très fortement. Donc, en 50 mm, on a toujours ces mêmes familles, hein, le f1.8, le f1.4. Aujourd'hui, que ce soit Canon, Nikon, Sony, les 85 1.8 sont ultra bradés. On les trouve à moins de 150 balles, même souvent moins de 100 balles. Alors, c'est pas la meilleure référence qui soit, surtout dans ces prix-là, on se dit, faut peut-être pousser un peu le niveau d'exigence et passer sur du 1.4. Si vous choisissez de passer sur du 1.4, on est sur des 50 à moins de 200 balles. C'est carrément des opportunités en or. Avoir un 50 1.4 pour moins de 200 balles, c'est le paradis. Donc là, j'ai envie de dire, il ne faut pas se priver sur l'alternative 50, parce qu'on a des bonnes optiques pour une bouchée de pain, littéralement. Et quelle que soit la marque. Maintenant, il y a un 50, un petit peu comme pour le 85, un 50 qui sort du lot, pour un budget 500 à 600 euros, donc on est déjà un petit peu monté en gamme. C'est celui-ci, 50 Sigma série A. Pour réflexe, évidemment, c'est l'ancienne version, c'est la première version du 50 mm série A qu'ils avaient fait. C'est un très très bon 50 mm, c'est-à-dire, comme c'était le cas pour le 85 mm, on peut l'exploiter à pleine ouverture à f1.4 sans se poser la moindre question sur d'éventuels dégâts optiques, aberrations, perte de piqué, j'en passe, c'est des meilleurs. Évidemment, il y a toujours un petit retrait de piqué, hein, quand on est à pleine ouverture, mais
là on atteint dès le départ un niveau qui est substantiellement bon, on va dire. Donc pour moi, pareil, ce Sigma, c'est la référence du 50 mm d'occasion. Je pense que c'est celui qu'il faut rêver d'avoir, si je puis dire, parce que il est vraiment très 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 bon, costaudsement construit, fait pour durer, aussi optimisé pour des boîtiers relativement récents, c'est-à-dire qu'il va bien passer si vous le montez sur un 50 millions de pixels, le même discours sur le 85 mm. Donc c'est vraiment une optique qui vous permet d'investir dans le temps, parce que vous savez que vous allez pouvoir la garder, continuer à l'exploiter, même avec des boîtiers un petit peu exigeants. Donc ça c'est vraiment, à mon avis, c'est le meilleur choix en matière de 50 mm pour le portrait, et pas que. Je mets pas mal en avant Sigma, vous allez voir, je vais continuer à sortir des exemples chez Sigma. Ça pourrait donner l'impression que sur le coup je suis sponsor Sigma, c'est pas du tout le cas. C'est même tellement pas le cas que finalement j'aurais deux des griefs à leur rencontre. Un, ils soutiennent pas ma chaîne YouTube, et deux, ils font toujours pas d'optique de série A en monture RF. Et ça, c'est un blasphème, on est d'accord. Voilà. Donc maintenant, c'est dit, on peut reprendre et passer au 35 mm. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur le 85 mm, ça marche bien quand vous avez possibilité d'avoir un peu de recul par rapport à votre sujet. Donc souvent en extérieur, on s'en sort très bien. En intérieur, des fois, on se retrouve contraint en portrait à passer sur du 50, voire du 35 mm. Alors, 35 mm, c'est le premier des grands angles, c'est le moins ouvert des grands angles. Ça veut dire qu'on va commencer à créer les défauts du grand angle, survalorisation du premier plan, tendance à ramasser beaucoup de décors en arrière-plan, parce qu'évidemment, plus vous prenez un angle de champ large, plus le décor en arrière-plan, plus vous en captez large, d'accord? Donc ça veut dire que vous ramassez du décor et qu'il va y avoir énormément d'informations dans l'image qui peuvent constituer une distraction, si on peut dire, dans la composition. Alors ça peut être un effet recherché, mais ça peut être aussi un piège. Et on le verra tout à l'heure, je vais prendre d'autres exemples, d'autres optiques très usitées dans le portrait, où on a la stratégie inverse, on en met le moins possible, justement pour concentrer, si on peut dire, l'attention sur ce qui est essentiel. Donc avec du 35 mm, on ouvre, et ça permet de gérer les problèmes de recul, en particulier en photographie de portrait en intérieur, quand on n'a pas le choix. On va passer en 35 mm, souvent ça va être pour faire du plein pied, du nu, des choses comme ça. Alors normalement c'est un peu tiré par les cheveux de considérer la photo de nu comme du portrait, mais la démarche est souvent pas si éloignée. Et c'est là qu'on va convoquer, si on peut dire, le 35 mm qui va devenir essentiel. Et lui aussi, on va avoir besoin de l'utiliser à des grandes ouvertures, parce que quand on va vouloir boketiser, enfin créer du flou, des bokeh derrière, comme c'est le cas là, je ne dois pas être loin sur mon zoom d'un 35 mm, vous voyez que pour avoir ce flou-là, il faut être à f2. Eh oui, donc si vous voulez plus, c'est du 1.4. Donc là, j'ai un exemple, un seul, à mettre en avant, c'est le 35 mm f1.4. Série A, chez Sigma. Je maintiens, hein, il n'aide pas ma chaîne et je le déplore. Mais néanmoins, voilà, ils ont une série A qui est, on va dire, très sérieusement construite. Le 35 mm est une optique en occasion moyennement courante, 500 €, donc pour ce que c'est très accessible. Quand vous êtes coincé par le recul, évidemment 35 mm ça suffit pas, on est d'accord. Vous allez passer sur du 24, alors attention, 24 mm, ça veut dire que la valorisation, la survalorisation des premiers plans et les effets de perspective vont s'amplifier. Mais néanmoins, ça peut être incontournable. Je vous mettrai des exemples d'ailleurs, hein, vous verrez, on peut faire du beau portrait avec du 24 mm, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Attention avec le 24 Sigma Art que voici. C'est le maillon faible de la série. C'est-à-dire là où les autres sont excellents, enfin la plupart des autres séries A sont excellents, lui fait partie de ceux qui sont seulement bons. Eh oui. Pourquoi seulement bons? Parce qu'en fait sur les premières ouvertures, f1.4, f2, f2.8, il y a un manque d'homogénéité qui est assez patent. Alors ça n'empêche pas de faire des belles choses, mais si vous êtes exigeant là-dessus, attention, lui, par rapport aux 50,
il va vous décevoir, ou au 85 par exemple, d'accord, ou même au 14-24 2.8 par exemple, qui est un excellent zoom, hein, la première version que Sigma avait faite, c'est un très très bon zoom grand angle, qui est de la trempe du 50 mm. D'ailleurs, la position 24 du 14-24 Sigma Art est meilleure que le 24 qu'il y a là-dessus. Ce 24-là est moins bon que le zoom à ouverture égale. C'est assez stupéfiant. Donc c'est un bon 24, mais seulement bon. Voilà. Faut le savoir, tous les Sigma Art ne sont pas à égalité. Malheureusement, sinon ça serait facile, hein, je vous dirais, vous prenez que cette référence, on n'en parle plus, mais c'est pas le cas. Alors, j'avais promis de parler d'un autre type d'optique avec un autre type de stratégie qui consiste à serrer l'angle de champ, donc à prendre des petits téléobjectifs, de façon à ne pas ramasser trop de décors, comme c'est le cas ici par exemple. Typiquement, j'ai mis pas mal de décors. Si j'avais pris un 135 mm, que voici, avec son pare-soleil, donc il n'est pas si gros que ça. Hein. Si j'avais pris un 135 mm, il est évident que forcément je cadrais hyper serré, trop serré. Mais néanmoins, quand vous faites du portrait en extérieur, ça peut être intéressant parce que vous allez éliminer le surplus de décor, en particulier quand vous faites du plein pied. Parce que quand on est de plein pied, on recule, et si on a un angle de champ ouvert, forcément on ramasse encore et encore et encore plus de paysages. Avec un 135, vous allez pouvoir être plus sélectif dans votre composition. C'est l'intérêt de ces petits téléobjectifs qui, évidemment, ne vous mettront pas dans l'extrémité de l'exemple dont je parlais tout à l'heure, la séance de portrait au 302.8. Je l'ai fait une fois pour l'expérience. C'est une belle séance que je ne regrette pas, mais néanmoins, vous avez un rapport à votre sujet qui n'est pas facile parce que vous êtes, j'allais dire à des kilomètres, vous êtes beaucoup trop loin en fait. Donc avec un 135 mm, vous avez un rapport de distance à votre sujet qui est encore raisonnable et qui vous permet de resserrer l'angle et de ne pas ramasser du paysage à gogo. Dans le 135 mm, il y a deux références. Il y a celui-ci, alors qui malheureusement ne concerne pas tout le monde, qui est le Canon. Ce Canon a une particularité, c'est une optique de 1996, donc sortie sur le marché en 1996. Dit comme ça, à l'échelle de la photographie, c'est une antiquité bonne à foutre au musée. Néanmoins, il y a un heureux accident qui s'est produit avec cette optique, c'est que le bon optique va fonctionner avec des boîtiers qui sont très intolérants optiquement parlant. Des boîtiers de 50 millions de pixels, 45, comme le Canon R5 par exemple. Si vous montez cette optique, elle va donner un excellent résultat, comme si elle avait été optimisée pour des boîtiers hybrides dernier cri. C'est une optique absolument extraordinaire. Vous avez l'homogénéité, vous avez le piqué, vous avez un moteur AF qui, malgré qu'il faisait partie des premières générations des ultrasoniques de chez Canon, aujourd'hui reste encore crédible. Alors évidemment, il n'a pas la percussion du moteur hybride de la version hybride, on est d'accord, mais en séance de portrait, vous êtes extrêmement à l'aise avec cette optique-là, alors que c'est une antiquité à l'échelle de l'innovation dans la photo, mais c'est une très très bonne optique pour les canonistes, qui se vend entre 600 et 700 euros en gros, hein. À une époque, elle était même, plus personne n'en voulait, il y a eu une espèce de fièvre, il y en avait plein les sites d'occasion, et on arrivait à la toucher à 500 balles. Bon, c'est remonté, on est plutôt à 600-700 balles, à mon avis, ça les vaut. Voilà. Maintenant, il y a une solution qui marche pour tout le monde, c'est le 135 f1.4 et pas f2, parce que celui-ci, le Canon est un f2. Le f1.4 chez Sigma, pardon, j'ai dit F1.4, c'est F1.8, c'est le nouveau qui est F1.4, l'ancien est F1.8. Chez Sigma, alors je vais faire la même remarque que pour les précédents, hein. Vous avez la solidité de la construction, c'est une optique que j'ai eu à tester d'ailleurs, malgré qu'elle soit assez grosse, assez lourde, on l'a bien en main, elle est assez agréable à utiliser, solidement construite, vous avez l'homogénéité, vous avez le piqué, vous avez la maîtrise des aberrations chromatiques, vous avez un moteur digne de ce nom, ça fonctionne très bien avec des boîtiers récents. Pour faire du portrait, la tentation est grande d'utiliser un zoom, d'utiliser le fameux transstandard, qui est soit un 24-120 f4, ou F24-120-105, f4 évidemment, ou alors le fameux 24-70 2.8. Alors, pour moi, les versions f4, c'est des optiques plutôt de gens qui font de la photo d'architecture, du paysage, etc. Parce qu'en portrait, le f4, il est trop contraignant.
Donc ça veut dire que si vous choisissez un zoom, moi je vous conseille de partir d'office sur l'hypothèse f2.8. Alors évidemment c'est un peu plus cher, mais pour du portrait, pour moi c'est un incontournable. J'ai même envie de dire pour du reportage, si vous voulez faire du mariage, du sport, du machin, des choses comme ça, le 2.8 à mon avis c'est une base. C'est même un essentiel. Évidemment, qui dit ouverture à f2.8 dit que vous ne pourrez pas faire de f2, pas de f1.4, donc le 24-70 2.8, c'est une très très bonne solution pour faire du portrait, mais c'est aussi une solution que vous serez amené à avoir envie de compléter, soit par un 50, soit par un 85. Alors, les 24-70, évidemment il y a un Sigma Art, mais je ne vais pas en parler. Parce que j'en ai assez parlé de Sigma, on va être clair. Donc là, je vais parler des Canon et des Nikon. Le Nikon, la première version, le Mark I du 24-70 AFS-G, c'est celui que j'ai eu quand j'étais Nikoniste. C'est une très bonne optique qui, aujourd'hui, se brade entre 200 et 500 euros. Le mien, je l'ai payé 1500 à l'époque. Là, je vous le dis, les mecs... ils vous le donnent, hein. Par rapport à la qualité que c'est capable de produire, moins de 500 balles, on vous le donne le truc. Donc là, clairement, vous êtes Nikoniste, allez-y, foncez, vous prenez... Alors c'est par contre le 24-70 2.8 chez Nikon, c'est un bébé, hein, voilà. Même le pare-soleil, le plastique est extrêmement épais, ce qui est bien parce que vous risquez pas de le casser. Mais voilà, c'est voilà, du costaud, de la qualité, on va dire ça comme ça. Mais qualité bradée. Deuxième option, évidemment, c'est pour les canonistes. Il y a un 24-70 2.8, un Mark I, qui lui se vend entre 500 et 700 euros. Donc là, on voit tout de suite, hein, chez Canon, il y a encore un peu de pression sur les montures pour réflexe. 500 à 700 euros pour un 24-70 2.8, c'est quand même... on va dire une bonne performance, c'est-à-dire un bon rapport qualité-prix. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est un bon choix. Évidemment, c'est un investissement. En occasion, souvent, on cherche à tirer le prix encore plus bas que ça. Mais le zoom 24-70 va vous éviter de devoir acheter 4 optiques. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein, parce qu'il vous remplace le 24, il vous remplace le 35, il vous remplace le 50. Le 70 n'est pas tout à fait un 85, il faut être clair. Le 70, on reste sur du standard, on n'est pas sur un petit téléobjectif. Mais rassurez-vous, en portrait, 70 mm ouvert à 2.8, on se débrouille très très bien. Donc pour moi, c'est la base. Vous pourrez même vous demander pourquoi je n'ai pas parlé en introduction du 24-70. Tout simplement parce que en portrait, ce qu'on aime, c'est pouvoir s'éclater avec de la focale fixe et tirer fort sur les ouvertures et être exigeant sur la qualité, l'homogénéité de l'optique. Évidemment, en APS-C, on a une logique un petit peu différente. On va plutôt partir sur des 18-50, 18-55. Et en la matière, il y a une optique qui a retenu mon attention, un petit Sigma Art 18-35 f1.8 qui a bonne presse, que malheureusement j'ai jamais testé mais qui a bonne presse, pour 400 à 500 euros. On voit qu'on est un peu dans le même range de prix que les optiques pour plein format, mais néanmoins c'est une option intéressante en portrait, hein, puisque 35 mm ça va vous faire un équivalent 50 en gros, et de l'autre côté avec du grand angle. Évidemment l'option 18-55 est plus ouverte en termes de range focal, donc elle va être un petit peu plus séduisante en termes de flexibilité. Là, si vous choisissez le 18-35, vous allez être tenté de le compléter par un 50 mm ou par un 85 mm. Donc c'est une optique qui en appelle une autre par nécessité. En conclusion, je vais tout simplement parler de moi, l'approche que j'ai eue en termes d'optique pour le portrait, puisque les 4 optiques que je vous ai montrées en exemple, que ce soit le 24, le 50, le 135 et le 85, non par contre je dis une bêtise, le 24 je l'ai acheté neuf, pardon, donc on l'enlève. Les 3 autres, c'est des optiques que j'ai achetées d'occasion, mais j'ai aussi un transstandard. Et le transstandard pour moi est une optique essentielle, donc c'est-à-dire que c'est une optique neuve. Le choix que j'ai fait, c'est un 28-70 f2 constant, donc c'est une optique hybride, c'est une optique
extrêmement exigeante sur le plan qualitatif. Elle est disponible en occasion. J'ai choisi évidemment de ne pas en parler parce qu'on est sur des ranges de prix assez élevés. L'idée, c'est que cette optique, clairement, on m'en remplace 4. C'est-à-dire que quand je suis à 28, bah, je suis en grand angle, je suis à f2, je suis hyper homogène, hyper piqué, AF, percutant, etc. Il y a tout ce qu'il faut, tous les critères. Je vais avoir un très bon 35 mm, comme c'est le cas ici. Je vais avoir un très bon 50 et un très bon 70. Ça veut dire que avec une optique qui ouvre un f2 constant comme celle-ci, je suis tenté de me passer des focales fixes, ce que j'ai failli faire d'ailleurs. Mais il y a toujours un petit plus à avoir un 85-1.2, à avoir un 135 quand on est en extérieur et qu'on veut écrémer et éviter de prendre trop d'arrière-plan. Et puis de se faire plaisir avec du 51.4, avec du 24.1.4, etc. Donc, vous voyez, même une optique très perché en termes d'exigence technique ne va pas forcément supplanter les optiques fixes, quelle que soit la qualité. Donc c'est un choix qui est assez difficile, mais néanmoins, moi, je serais tenté de vous recommander de d'abord partir sur du 24-70 et puis de compléter. D'accord. Alors je dis 24-70 évidemment en plein format. Il est évident que si vous êtes sur du micro 4 tiers, vous allez diviser par 2. Hein, donc tout de suite, on va être sur un 12-35, 12-40, des formules comme ça. N'oubliez jamais que, enfin, de mon point de vue, hein, toujours c'est relatif, il y en a d'autres qui ont d'autres discours, mais en zoom, l'ouverture minimum, c'est du f2.8. Si ça ouvre moins, vous serez assez vite pénalisé pour faire des beaux bokeh. Et puis en optique fixe, pour moi, jamais moins de 2.8, parce que 2.8, jamais moins de f2, pardon, en focale fixe, parce que l'intérêt de la focale fixe, c'est de pouvoir faire ce bokeh qu'on ne peut pas avoir avec un zoom, sauf qu'avec un zoom d'exception. D'accord. Donc, il faudrait même dans l'idéal aller chercher du f1.4, enfin des optiques utilisables à f1.4 pour pouvoir avoir cette exigence-là. Donc c'est un choix, un peu comme le téléobjectif pour le photographe animalier, c'est un choix qui vient très vite cornélien parce que on achète un 85, on met un budget, et puis ça justifie le 135, et après ça justifie le 35, et ainsi de suite. Et la charge d'investissement devient très vite assez importante, largement aussi importante que pour un seul téléobjectif chez un photographe animalier. Sur ces bonnes paroles, faites des portraits, éclatez-vous, et à la revoyure.